Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Et comme il vous l'a annoncé, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons le professeur Djiby Diakhaté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-auteur du livre Dërëm ak Ngërëm. Pourquoi ce titre? Et c'est concernant justement la philosophie du développement intégral dans la Mouridia. Oui, c'est donc un ouvrage que j'ai coécrit avec le docteur Cheikh Gueye. Et c'est une affaire de jumelage dans cette affaire. Avec le docteur Cheikh Gueye, nous partageons le même mois de naissance, le même jour de naissance et la même année de naissance. Ah oui. Et avec vous qui m'interrogez ce soir, nous avons partagé la même séquence de pèlerinage à la Mecque. Donc finalement, ça fait deux jumelages à ce niveau-là. Alors, Dërëm ak Ngërëm, c'est aussi le jumelage de deux termes, de deux concepts qui sont très liés et qui ont été mis en chantier par Mame Cheikh Anta Mbacké, Borom Gawane, qui avait considéré en fait que c'est bon de chercher de l'argent, c'est bon de chercher des ressources, c'est bon d'être à la quête de la richesse, mais au préalable, il faut s'armer de valeurs, il faut s'armer de vertus. Donc, dans la quête de l'avoir, qui constitue le dërëm, l'individu a besoin d'être toujours accompagné par des valeurs, par des principes, par la vertu. Et qu'est-ce que vous entendez par la philosophie du développement intégral dans la Mouridia? Donc, ça veut dire que le développement ne se limite pas seulement à un aspect matériel. Donc, c'est pas seulement l'avoir. C'est vrai qu'il faut chercher l'avoir, qu'il faut chercher la richesse, qu'il faut travailler dur. Mais il y a une dimension spirituelle. Mais il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension culturelle, il y a une dimension qui renvoie aux valeurs, qui renvoie à la... Mais justement, quel lien est-ce qu'on doit faire donc entre culture et économie, puisque vous l'évoquez? Mais très bien, regardez bien DR. Déjà, dans l'acte de quête de l'avoir, je dois être armé de vertu. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le cadre du travail, le travail ne doit pas être considéré seulement comme un gagne-pain, mais le travail doit être considéré comme un gagne-paradis. Donc il y a une dimension spirituelle dans le travail. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de plus en plus de management spirituel. L'idée que la meilleure façon de motiver le travailleur, c'est de s'appuyer sur des valeurs culturelles et de l'amener progressivement à se rendre compte qu'au-delà du salaire, il y a un autre salaire qui l'attend. Donc de ce point de vue-là, et cet autre salaire, c'est si vous voulez un gagne-paradis. Donc le travail doit être effectué convenablement. Le travailleur est quelqu'un qui n'a pas besoin de contremaître pour le surveiller. Mais son contremaître, ça doit être la conscience. Ça doit être cet élan de spiritualité qui le pousse à dire, bon écoutez, Dieu a dit quelque part dans le Coran que je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc l'individu est quelqu'un qui ne doit pas rester les bras croisés, c'est quelqu'un qui doit travailler. Ne va jamais à la chasse sans prendre tes armes, ne prends jamais tes armes sans aller à la chasse, prends tes armes, va à la chasse et fais de ton mieux pour attraper ton gibier dans de bonnes conditions. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui parle comme ça dans le Massalikul Jinan. Donc cela veut dire qu'au fond, l'individu est quelqu'un qui a besoin de travailler pour acquérir de la richesse, mais il doit le faire dans de très bonnes conditions. Et donc quand on dit ça, c'est que déjà on est dans l'activité de production économique. Quand vous regardez le programme Sénégal émergent, quelque part ce programme parle du capital humain. C'est-à-dire que donc il est bon de former des êtres, des hommes qui soient bien outillés sur le plan technique, mais seulement pas outillés sur le plan technique, aussi sur le plan moral, sur le plan des vertus pour mener le combat contre le sous-développement. Donc il montre qu'ici il y a une connexion entre l'économique et le culturel. De la même manière aujourd'hui que quand vous allez chez les Chinois, ils vous parleront de Lao Tse, ils vous parleront de Confucius, etc. Ils vous diront que pour asseoir notre développement économique, nous avions besoin évidemment d'avoir des valeurs culturelles. Mais professeur, dit comme ça paraît tellement simple, on se dit qu'on savait déjà. Mais le problème, c'est comment mettre en corrélation et appliquer cela, cette philosophie rapportée au mouridisme, à notre quotidien. Ben, tout à fait, très bonne question. Alors, je crois qu'à ce niveau-là, l'idée est de retourner à la formation et de retourner à l'éducation. Et donc, le mouridisme, comme toutes les entités religieuses qui ont existé au Sénégal, ont mis l'accent sur la formation de l'individu dès le bas âge. Et cette formation, ça passe par la famille, par la communauté, par les daïras, etc. Moi, déjà, dans mon mémoire de maîtrise, j'avais travaillé sur le rôle des daïras dans les entreprises. Ce que j'appelle les daïras d'entreprise. C'est des organisations confessionnelles qui, à mon avis, poussent les membres à être beaucoup plus motivés dans le travail qu'ils effectuent quotidiennement. Donc, de la même manière, ici, dès le bas âge, on initie l'individu à des principes, on l'initie à des valeurs et on le prépare progressivement à être quelqu'un qui est armé de suffisamment de principes pour s'acquitter convenablement de sa tâche dans la communauté. Alors, si nous faisons le travail sans tricher, si nous faisons le travail convenablement, normalement,
nous n'allons pas nous heurter à des difficultés pour relever les défis qui se présentent devant nous. Mais ça suppose, encore une fois, que la préparation se fasse dès le bas âge. Et nous avons des modèles. Je crois que le modèle de Cheikh Ibra Fall est un modèle suffisant pour montrer, évidemment, qu'avec ces principes-là, armé de tous ces principes, il a posé des actes forts allant dans le sens du travail et du gain licite. Cheikh Ibra Fall est quelqu'un qui a développé l'agriculture, qui a développé l'élevage, qui a développé la culture de la fleur et qui était quelqu'un de très avisé dans le domaine des affaires. Alors cela veut dire que donc tout dépend de la préparation, tout dépend de l'éducation et le mouridisme nous a laissé un certain nombre de principes qu'il s'agit aujourd'hui de s'approprier. Alors, on va mettre en perspective ce livre et ce que vous développez comme philosophie mouridia dedans. On va mettre en perspective par rapport aux échéances futures qui attendent le Sénégal. Par exemple, des tournants comme le gaz, le pétrole. Oui, donc on va vers l'exploitation du gaz et du pétrole. C'est des ressources économiques, mais on doit y aller avec de la vertu. Alors c'est là où nous avons besoin d'être assis sur des principes forts qui déterminent nos conduites à nous tous. Alors, s'il y a des divergences autour de cela, d'autres vont en profiter. C'est ça qu'il faut comprendre. L'idée qu'au niveau national, il doit y avoir un pacte culturel national sur la base duquel nous allons mener le combat allant dans le sens de l'exploitation de ces ressources au profit des populations. Sinon, ces ressources risquent d'être exploitées, mais au profit d'autres. Parce qu'on a vu des cas, de nombreux cas en Afrique et au niveau d'autres continents. Donc, l'idée, c'est comment faire pour que chacun de nous se dise, nous avons des ressources, il faut les exploiter, parce que ça nous permet d'aller vers le développement, mais le développement matériel seulement, si derrière, il n'y a pas un pacte culturel, il n'y a pas des principes culturels forts qui nous font mouvoir. Alors si on ne fait pas ça, on aura le développement économique, mais il nous manquera le développement culturel, et ce développement n'est pas un développement intégral. Quelqu'un comme Rostov considérait que il y a 5 étapes par lesquelles les sociétés doivent passer pour se développer. Il dit que c'est le même chemin. Il n'y a pas 3 ou 4 chemins. Tous les pays du monde devraient passer par le même chemin pour sortir du sous-développement et aller vers le développement. Il dit, c'est là, nous avons d'abord la société traditionnelle, les conditions préalables au décollage, le décollage, la maturité et la consommation de masse. Il dit que ce sont les 5 étapes par lesquelles tous les pays doivent passer pour sortir du sous-développement et aller vers le développement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut utiliser le modèle occidental, il faut faire comme les Occidentaux, pas seulement sur le plan de la production, mais même sur le plan de la mentalité. Il faut faire comme eux si on veut se développer. Mais je crois que évidemment ces matrices-là, Mouride, Tidjane, etc., que nous avons vu, nous montrent qu'il y a possibilité de se développer, mais en se fondant sur soi, en se fondant sur ses valeurs culturelles. Et à partir de ce moment-là, le développement va avoir comme signification le bien-être. C'est-à-dire qu'un progrès collectif, un bien-être collectif, un développement dans lequel tout le monde se retrouve. En évoquant Rostov et donc ce carcan occidental pour le développement, vous me ramenez à une dimension aussi de l'éducation. Éducation, mais instruction également, où la famille est interpellée, l'école, la communauté. Quels sont les enjeux donc rapportés à ce développement intégral et rapportés au modèle mouridia? C'est une des lectures que nous devons avoir de ce livre. C'est apporter notre contribution à la réflexion sur la façon dont nous devons organiser notre système éducatif au sens large du terme, de manière à avoir un produit qui réponde à des objectifs que nous nous sommes fixés. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette éducation qui passe par la famille, et on se rend compte aujourd'hui que la famille n'assume plus convenablement son rôle de cellule sociale de base. Et donc il faut renforcer la famille de ce point de vue-là. Seigne Moussa Ka, depuis longtemps, considérait que notre famille aujourd'hui est devenue vide. Notre famille est vide parce que si vous regardez bien Alhaji Ablaye Der, si vous regardez bien, on parle de plus en plus de Badianou Gokh, c'est-à-dire la tente de la collectivité. Oui. Mais si on parle de Badianou Gokh, c'est que de moins en moins on voit le Badianou Keur. Donc, d'une certaine manière, pour régler le problème du Badianou Keur, on met en place le Badianou Gokh. Badianou Gokh bien, mais ça devrait être quelque chose qui vient renforcer le Badianou Keur. Exactement. Cela veut dire donc que la famille est devenue vide. Les acteurs qui devaient être au niveau de la famille, la tante, l'oncle, etc., ont tendance à disparaître et il y a une sorte de vacuité au niveau de la famille. Et ça pose problème. Il faut redonner à la famille son rôle de cellule sociale de base. Et puis après, nous avons l'école, nous avons le Dara qui prennent le relais et qui continuent à travailler sur la base des mêmes valeurs qui sont déjà édictées au niveau de la famille. Est-ce que vous savez qu'avant l'arrivée de l'école coloniale et de l'école coranique,
mais la formation se faisait au niveau de la famille. C'est au niveau de la famille, parce que la famille n'était pas seulement un espace de reproduction, c'était aussi un espace de production. Et on initiait l'enfant à un métier dès le bas âge au niveau de la famille. Je vous renvoie à l'enfant noir de Camara Laye. Mon père est bijoutier, il m'entraîne dans les métiers de la bijouterie dès le bas âge. Il est éleveur, il m'entraîne en ce métier dès le bas âge. Donc la famille était un espace de production. Et donc c'était un espace qui jouait un rôle important dans la socialisation, mais dans la préparation de l'individu à être un acteur économique véritable. Donc il faut redonner à la famille son véritable rôle. Il faut que l'école aussi, ça on l'a toujours dit, il faut que les curricula de l'école tiennent compte de nos réalités. Moi, je crois que nous avons dans notre histoire un certain nombre de symboles et un certain nombre de séquences qui sont tellement importants que nous devons pas les oublier. Nous devons faire en sorte que nos enfants accèdent à ça. Sinon, ça devient carrément une perte. C'est Serigne Abdou Aziz Sy qui affirmait que la pire catastrophe qui puisse arriver à un individu, c'est le fait de développer un complexe d'infériorité par rapport à l'autre. Se renier soi-même et considérer que tout ce que l'autre a est bon et que moi, toute ma tradition est mauvaise et que je dois me départir de ma tradition. Lorsqu'on passe la nuit sur la natte de l'autre, dit Joseph Kizerbo, on doit considérer qu'on a passé la nuit à même le sol. Parce que la natte de l'autre, ce n'est pas une natte. Or, nous avons une tradition qui nous a tissé une belle natte. Nous devons assumer avec fierté cette natte-là. Ça ne signifie pas que nous devons nous enfermer sur nous-mêmes. Nous devons nous ouvrir à l'autre, mais d'abord s'enraciner, comme dit Senghor, et s'ouvrir à l'autre. Un jumelage entre Soukaina et Isabelle, entre Taylor de Chardin et Tokor Wali. C'est l'idée que, évidemment, nous sommes nous-mêmes, et après nous allons chercher chez les autres ce qu'ils sont bons. Il est évident, professeur, comme vous l'avez dit, qu'on n'a pas les mêmes codes et les mêmes référents que les Occidentaux. Et pour preuve, cette belle occasion que vous saisissez pour éditer ce livre. Alors, on ne pouvait pas ne pas évoquer le Magal, édition 2022. Par rapport à ce livre, donc, quelle perspective, quel enseignement vers ce Magal qui se tiendra, Inch'Allah, le jeudi 15 septembre 2022 à Touba? Oui, les leçons. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le Magal célèbre le départ en exil du Cheikh Ahmadou Bamba et pas le retour. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette affaire. Quelqu'un qui va vers des épreuves et qui dit « Je vais magnifier la grandeur de Dieu à travers ces épreuves ». C'est une marque d'humilité, c'est une marque de confiance en son Seigneur. De dire au fond que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a voulu et que malgré les épreuves, je vais continuer à être un serviteur loyal. Je vais continuer à être un croyant loyal. Donc un croyant loyal et un serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh dit, le Magal, ce n'est pas quelque chose qui vient marquer moi ma grandeur, mais c'est une fête pour marquer la grandeur de Dieu. Donc c'est excessivement important ce retour à la spiritualité. Et dans sa lettre réponse à Serigne Dame Abdourahmane Lo, Cheikh Ahmadou Bamba considère que pour réussir sa vie ici et ailleurs, on a besoin de s'accrocher aux enseignements canoniques du Coran et de s'accrocher à la tradition prophétique. Donc c'est important de ce point de vue-là de savoir que le mouride est d'abord et avant tout un croyant en Dieu. C'est un musulman. Et le Magal doit nous permettre de revivifier cette foi. Mais revivifier la foi, Abdoulaye, revivifier la foi, ça suppose que nous devons nous acquitter de nos obligations cultuelles, mais nous acquitter aussi de nos obligations sociales et économiques. Donc, être respectueux des gens, être respectueux des institutions, être respectueux des autres, être généreux, se mettre à la disposition de la communauté. Ça aussi, c'est des actes qui sont en rapport avec la foi. Donc ne pas considérer que c'est simplement aller prier. La piété véritable, dit le Coran, ne consiste pas seulement à tourner vos faces vers l'Orient, c'est-à-dire à prier, mais aussi à respecter vos engagements si vous en avez contracté. Donc le respect de nos engagements, quand nous vivons en société, c'est que je dois toujours faire le bien. Professeur, votre rappel arrive à point nommé. Nous vivons une crise extraordinaire, crise de valeurs. Et là, comme vous dites, c'est un rappel important. Oui, absolument. Oui, absolument. La religion musulmane nous invite à ce rappel, à se ressouvenir, et nous devons nous muscler mutuellement
en termes de principe, en termes de vertu. Donc l'idée c'est de dire qu'au fond nous devons faire le bien, sans pour être les ministres du bien, mais dire à tout le monde que nous devons faire le bien. Nous devons faire l'effort justement de faire le bien, d'être à la disposition de notre semblable. Et nous avons évidemment dans nos traditions, dans notre histoire, des séquences qui sont de nature à nous pousser à faire le bien, à dire le bien. Or, ce que nous constatons, vous avez raison de le dire, nous constatons aujourd'hui que de plus en plus, il y a beaucoup de choses mauvaises qui sont dites, il y a des actes mauvais qui sont posés, et en conséquence, il faut changer de paradigme. Et nous avons évidemment des référentiels qui nous permettent complètement de changer de paradigme. Il faut travailler dans ce sens-là, et cette contribution, évidemment, qui parle de ngërëm, pas seulement dërëm, ngërëm, c'est-à-dire qu'il faut gagner de l'argent, mais il faut le gagner de façon licite. Il faut penser à la redistribution, il faut penser à la solidarité, il faut penser à la générosité. C'est tous ces éléments-là qui nous permettent finalement d'assurer un véritable développement qui met l'humain au centre du dispositif. Alors, avec le docteur Cheikh Gueye, vous avez d'autres chantiers en perspective? J'ai eu l'occasion de le recevoir, le plaisir, il n'y a pas très longtemps. Il alertait sur les dérives sur les réseaux sociaux, la désinformation. Là aussi... D'autres chantiers avec... oui, le docteur Cheikh Gueye, je viens de dire que c'est un jumeau, mais le docteur Cheikh Gueye est un entêté. Donc c'est quelqu'un qui n'arrête pas. Tout de suite, des chantiers se présentent devant lui. Je crois que ça va continuer. Les recherches, les fouilles au niveau de nos traditions, de nos réalités culturelles. Nous allons continuer à faire ce travail-là, à nous ouvrir certainement à d'autres. Et ça nous permet évidemment, dans des perspectives pluridisciplinaires, de faire des études qui peuvent être profitables à notre communauté. Cheikh Gueye est un géographe de haute facture, très connu, avec d'innombrables contributions qu'il a faites sur des sujets divers concernant évidemment la société sénégalaise. Moi, je suis un sociologue et justement, c'est cette collaboration entre un géographe et un sociologue et qui va s'ouvrir certainement à d'autres spécialités. Cette collaboration permettra de questionner un certain nombre d'éléments qui traversent notre vécu au quotidien et d'essayer d'apporter des solutions et de susciter la réflexion autour de problématiques qui intéressent la communauté tout entière. Alors, Djiby Diakhaté et Cheikh Gueye, dërëm ak ngërëm, la philosophie du développement intégral dans la Mouridia, préfacée par Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, édité à l'Harmattan Sénégal. Je vous le recommande. Cérémonie de dédicace, présentation à Massalikul Jinan. Oui, le samedi 10 à 10h. 10 à 10 heures samedi. Rendez-vous à Massalikul Jinan, donc Djiby Diakhaté, le professeur Djiby Diakhaté et le docteur Cheikh Gueye. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci El Hadj Abdoulaye. Il faut bien qu'on le rappelle. Nous avons fait le pèlerinage ensemble, donc nous sommes des jumeaux. Malheureusement, vous êtes l'un des rares à m'appeler ainsi. Ben, vous êtes El Hadj. Merci beaucoup. El Hadj Djiby Diakhaté également. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. ak application Itch noo ko bëggee ak saa soo ko bëggee disponible 24 heures sur 24 7 jours sur 7 booy liggéey seeti njaboot gi wala sax soo bëggee doxantu woowal Itch